Saviez-vous que l'essence de la technique n'a rien de technique? Ça c'est dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Heidegger, un grand philosophe allemand du XXe siècle. Il dit ceci précisément en 1953. Alors pour lui, l'essence de la technique n'était pas à chercher dans les fils, les câbles, dans l'acier, ni même dans le silicium, mais plutôt dans un certain rapport au monde qu'il appelait l'arraisonnement. Alors en gros, l'arraisonnement, c'est la prédation moderne systématisée. C'est un rapport au monde dans lequel tout est vu sous le seul et unique angle de la ressource exploitable, cumulable, et ce de façon indéfinie. Dans l'arraisonnement, la nature est contrainte par l'homme et elle est mise en demeure de révéler ses ressources. Alors on trouve plein d'exemples très concrets de cette logique dans tous les sujets technoscientifiques polémiques du moment. Ça va de la déforestation pour extraire l'huile de palme, à l'extraction des terres rares pour concevoir des téléphones portables, en passant par l'énergie nucléaire, l'agriculture intensive, j'en passe et des meilleurs, les exemples ne manquent pas. Alors le plus grand danger pour Heidegger, c'était que l'homme finisse par s'intégrer à l'arraisonnement. C'est-à-dire qu'il finisse par se percevoir lui-même comme une ressource exploitable. Alors on peut s'interroger si, d'une certaine façon, la crainte d'Heidegger ne s'est pas réalisée aujourd'hui. Par exemple avec ce qu'on appelle l'économie des données, ou le dataïsme. L'homme ne serait-il pas, d'une certaine façon, devenu une data pour l'homme? Nos traces numériques sont traquées, agglomérées, traitées, souvent à notre insu, pour mieux nous profiler, mieux pénétrer notre intimité et mieux encadrer, voire orienter nos actions. Alors, aussi inquiétant soit-il, ce constat le serait encore plus si le rapport au monde dont il fait état n'était pas modifiable. Mais fort heureusement, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce qu'en matière technique, il n'y a ni nécessité ni fatalité. Aucune technologie n'est inscrite dans le marbre du destin pour la simple et bonne raison que l'origine de la technique n'est pas la technique elle-même, ni même la providence, c'est simplement le social. Autrement dit, la conception technologique est déterminée par des choix humains, des sélections humaines en valeur qui sont extérieures à la sphère technique. Ce qu'on appelle le déterminisme technique des technologies ou encore la flèche du progrès, c'est une illusion du prêt-à-penser. C'est une dangereuse illusion même. Et à cet égard, je voulais donner un petit guide de détection des discours déterministes lors d'un moment où une technologie émerge. C'est en 3 étapes. La première, ça commence avec un discours très enthousiaste et un peu benêt du style « ceci est une révolution ». Dans un deuxième temps, lorsque les premières craintes et les premières inquiétudes, voire les volontés de réflexion tout simplement émergent à propos de cette technologie, on explique que finalement, non, c'est pas si révolutionnaire que ça, et que ça n'est que la continuation de ce qui se faisait déjà dans le passé, mais bien sûr en mieux, sinon on ne le ferait pas. Vous savez, ça c'est nous sommes déjà des cyborgs d'Elon Musk qui cherchent à justifier Neuralink. Et dans un troisième temps, voyant que les 2 premières étapes de la rhétorique ne suffisent pas à calmer les inquiétudes ou les volontés de réflexion, on se replie sur l'argument d'autorité, et là, le déterminisme se révèle au grand jour, et on dit, de toute façon, c'est inexorable, c'est comme ça, c'est le mouvement de la technologie, ne pas prendre le train en marche, c'est être arriéré, conservateur, prendre le risque d'être totalement déclassé économiquement, existentiellement, techniquement, etc. Soit. Vous l'aurez compris, si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer à quel point cette idée du déterminisme technique est une dangereuse arnaque. C'est une dangereuse arnaque pour au moins 2 raisons. La première, c'est parce que ça engendre un sentiment de déresponsabilisation bien commode du style « c'est pas moi, c'est la technique qui veut ça ». Et donc, on ne change rien. La deuxième raison, peut-être plus insidieuse que la première, c'est parce que ça permet de faire accepter tout et n'importe quoi à la société en construisant un simulacre d'acceptabilité sociale. Je dis simulacre parce que l'acceptabilité sociale authentique d'une technique ne consiste pas à la faire rentrer par effraction dans le social, mais bien au contraire, c'est-à-dire dans la vie des gens, mais bien au contraire, à faire rentrer le social dans la technique. Et j'insiste sur ce qui va suivre. Cette responsabilité, ça n'est pas
uniquement celle de l'État. Ça ne l'est plus, en tout cas, c'est plus possible. Il est grand temps que les entreprises, qui sont devenues des acteurs sociaux massifs, jouent le jeu, notamment les entreprises de la tech, qui font la technique au quotidien. Il est grand temps qu'on substitue au modèle d'innovation classique, l'innovation sauvage, un modèle d'innovation civique et citoyen. Alors, on a des outils pour ça, on les connaît. On peut en inventer d'autres, mais on en connaît déjà. Il suffit juste d'un petit peu de volonté. Il y a par exemple les conventions citoyennes. Alors, schématiquement, une convention citoyenne, ça se passe en 4 étapes. La première, on définit bien sûr un sujet en amont, et on tire au sort 15 à 20 participants, issus de la société civile. Dans un deuxième temps, il faut former ces personnes par le biais d'une expertise contradictoire pour qu'elles puissent avoir un panorama exhaustif de la question et avoir une discussion éclairée sur le sujet. Dans l'idéal, tout ou partie des experts doivent être choisis par les participants. Dans un troisième temps, le cœur palpitant de la convention, les participants désormais éclairés discutent, délibèrent, à propos du sujet qui leur est posé, et ils ont pour objectif de produire un rapport avec des recommandations concrètes. Et enfin, dans un troisième temps, on rend public ce rapport qui, dans la philosophie de la Convention, est bien entendu censé avoir pouvoir de décision, c'est-à-dire définir une trajectoire technique à suivre. Alors, bien qu'on ne soit pas dans un contexte étatique, vous remarquez que je garde le terme de citoyen. Parce que pour moi, ici, il est synonyme de, certes, enfin, il est synonyme d'utilisateur, certes individuel, mais intéressé par le bien commun. C'est une façon de dire, en fait, que derrière le client, il y a bien plus qu'un simple consommateur. Demain, on pourrait imaginer des partenariats publics-privés qui viseraient à systématiser, institutionnaliser les démarches civiques telles que les conventions citoyennes. Demain, dans vos départements R&D, on pourrait imaginer qu'une partie de votre recherche soit dédiée à l'innovation en matière de conception civique et citoyenne. Alors, tout ça est très synthétique, bien entendu, mais on comprend à quel point la technologie est un enjeu foncièrement politique. Et de là, je vois deux façons, au moins, de la concevoir. La première, une façon oligarchique, dans l'entre-soi techno-économique, c'est ce qui se passe majoritairement aujourd'hui, ou une façon démocratique, où on va chercher à intégrer au maximum le citoyen dans la définition technologique de son monde. La responsabilité de ce choix, aucun dieu de la technologie avec un grand T ne saurait nous l'ôter. Nous sommes les seuls maîtres à bord. Merci.